Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, donc je suis Virginie pour la Ligue des animaux et on reçoit aujourd'hui Lucille qui va nous parler de communication animale. Voilà. Donc Alors, merci Virginie. de rien. Peut-être si vous pouvez mettre des petits oui ou des petites choses comme ça, être sûr que vous nous entendiez bien. Oui, commentez pour voir si on est bien en direct avec vous. Il y a quelqu'un? On va attendre un petit peu Ouais. avant de commencer, d'être sûr qu'il y a du monde. Je ne vois pas pour l'instant. On va demander. Il y a quelqu'un? Il y en a 6, tu vois. Il y en a 6. Ouais. Quelqu'un met un petit commentaire pour nous dire si vous nous entendez? Vous nous entendez bien? Encore des petits pouces? Il y en a un. Oui, merci Ah, c'est Marie-Thérèse. super. On C'est est chouette. sauvés. Voilà. Alors, donc on reçoit Lucille aujourd'hui pour la communication animale, parce qu'on a passé l'année à vous parler des animaux, à défendre leur cause et expliquer ce qui leur arrive un petit peu partout sur la planète. Et là, on avait envie de se demander ce que eux, ils en pensaient à l'intérieur d'eux-mêmes et voir comment les animaux pensent, éprouvent et leur demander à eux directement. Alors peut-être que pour commencer, on va pouvoir peut-être demander à Lucille de nous expliquer ce qu'est la communication animale, comment ça se passe. Oui, merci Virginie. Je pense que c'est effectivement une base parce que c'est pas toujours évident. Moi, je m'en aperçois avec mes clients, même avec mes clients habituels, et puis aussi avec les clients, les nouveaux clients qui arrivent. Ils sont toujours très surpris de la façon dont on travaille et ce qu'est la communication animale. Il faut être au clair là-dessus, c'est de la télépathie. Alors, la télépathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une interaction de cerveau à cerveau, d'âme à âme, de cœur à cœur, de corps à corps. Et pour ça, c'est comme une voyante. À une voyante, vous en dites le moins possible si vous lui racontez votre vie. Effectivement, elle ne peut qu'aller dans le sens de ça, donc effectivement, vous n'avez rien appris du tout. Donc là, c'est sur une photo principalement, rien qu'avec le nom de l'animal. Il ne faut surtout pas donner l'âge. Il n'y a pas de photo particulière, c'est vraiment une photo quelconque. C'est un support supplémentaire pour être sûr que l'on soit dans la bonne connexion avec l'animal. Et là, on part en télépathie. Donc là, Donc, la distance n'a pas d'importance. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, voilà. C'est une des bases. Si vous soyez, que vous soyez à 2000, 3000 km ou à 50 mètres, c'est exactement la même chose. Donc, on est en télépathie pour les animaux vivants et nous sommes en médiumnité pour les animaux décédés. Donc là, bien sûr, nous franchissons la porte. Nous sommes dans un autre monde avec les animaux décédés. Mais c'est exactement le même principe. Nous, on le sent comme, comment je dirais, oui, comme communicant, on sent si l'animal est décédé, s'il est bien passé ou s'il n'est pas bien passé, et s'il est sur Terre et s'il est bien sur Terre. Et puis après, on demande des preuves au propriétaire pour être sûr que nous sommes avec le bon animal. Mais c'est de la télépathie et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, parmi les questions qu'on a répertoriées, et surtout allez-y, posez vos Oui, questions allez-y, en direct, c'est que important. Lucie y réponde. La question qui revenait, c'était de quelle manière est-ce qu'ils communiquent? Ils communiquent dans le langage universel. Tous les animaux, donc bien sûr nous pouvons communiquer aussi avec les plantes et avec les pierres et avec la terre et avec, voilà qu'on te voit quand même, avec la terre et avec les étoiles. Mais bien entendu, donc à l'intérieur de la tête, nous avons une petite glande qui s'appelle la pinéale, qui est de la forme d'un petit pois. Ce petit pois, au propre comme au figuré, il est dans un petit sac. Et lorsque nous rentrons en onde alpha, ça veut dire que l'humain est principalement en onde bêta. Quand nous sommes en onde alpha, donc un certain état d'être, de méditation et de sérénité, là, ce qui se passe en nous, pour essayer de vous faire simple, c'est comme si nous sommes dans un super cinéma hyper bien équipé. Donc nous avons le son, la vidéo, la vision, les ressentis dans le corps. Oui, oui, il y a le siège qui bouge, il y a tout, c'est la totale, c'est un super simulateur. Et donc là, il y a comme une forme d'incorporation de l'animal. Il y a quelque chose en moi qui devient l'animal. Et je pense que les gens qui font des communications animales me le disent. De toute façon, à un moment donné, on a des mouvements, on a quelque chose qui est pas tout à fait de notre monde. Et bien entendu, ces ressentis, on va les exprimer et on va pouvoir les communiquer et les donner aux propriétaires.
Et je trouve que ça, c'est vraiment une chance. Alors bien sûr, on travaille beaucoup pour des vétérinaires qui sont de plus en plus ouverts à ça, parce que quand ils trouvent pas ce qu'a l'animal, eh bien, on est une aide, mais c'est aussi comment on reste à notre place. Hein. Je pense que ça, on aura l'occasion d'en reparler pendant ce temps d'interview. On aide aussi beaucoup les ostéopathes. On oriente aussi beaucoup pour des urgences vétérinaires, pour des urgences ostéopathiques. On envoie chez des éducateurs canins. La base de la communication animale aussi, c'est vraiment une volonté de travailler en équipe. On envoie aussi chez des soigneurs, des guérisseurs pour les animaux. Voilà, on prescrit aussi des fleurs de bac. Il y a plein de techniques autour de ça. Et puis, bien entendu, les animaux sont tellement bons qu'ils nous parlent aussi de leurs humains. Et c'est extrêmement fréquent qu'ils me disent mon humain a quelque chose à son genou, mon humain a quelque chose là, faut envoyer mon humain se faire soigner. Ou par exemple, voilà, on a un chien qui dit je suis nerveux, je suis très énervé, ça va pas. Le propriétaire dit bah oui, c'est pour ça que je vous demande une communication animale. Et puis là, on a le chien qui reprend, qui dit bah oui, mais enfin bon, il n'y a pas que moi qui suis comme ça dans la maison. Hein. Donc, il ne faut pas me demander à moi d'évoluer s'il y a quelqu'un qui est nerveux comme ça dans la maison non plus. Voilà. Et donc, on touche à des choses très intimes où l'animal, il se met dans un certain état aussi, hein, de malaise et de maladie, c'est ce qu'on appelle les pathologies miroirs, pour faire avancer son humain. On s'aperçoit aussi à quel point il est bon. La communication animale, il y a aussi un grand message là-dessus, ils sont profondément amour. Oui, mais c'était une des questions d'après ça, justement. Ah, alors, pourtant je triche pas. Hein. La suivante, c'était est-ce que certains refusent de communiquer? Non, jamais. Voilà. Jamais. Je pense que ça, c'est extrêmement important à dire. Aucun animal refuse de communiquer. Par contre, est-ce que nous pouvons avoir une incapacité de communicant et que nous, par rapport à notre vécu ou notre manque de vécu ou quelque chose que l'on travaille à l'heure actuelle, nous sommes en incapacité ou en difficulté de capter ce que l'animal veut dire? Bien évidemment. Alors après, pour être clair, ça c'est le propre de l'humain. C'est plus facile de dire que c'est l'animal qui ne veut pas communiquer plutôt que de dire là, en ce moment, je suis incapable de le faire. D'accord, donc ils sont tous OK pour. Voilà. Est-ce que tu dirais que même au contraire, ils sont plutôt contents quand on leur donne la parole et qu'ils ont l'occasion de s'exprimer? Oui. Compris par l'humain. Oui. Ils sont plutôt contents. Et puis après, pour revenir à la question, c'est notre faculté aussi de comprendre un animal. Il faut bien comprendre qu'un animal peut dire « je ne veux pas parler ». Mais quand il dit ça, il vient de dire quelque chose de fondamental. Si maintenant la seule réponse de l'intervenant, c'est de passer au propriétaire, il vient de dire qu'il ne veut pas parler. Oui, c'est vrai, il vient de dire qu'il ne veut pas parler, mais en tout cas, il vient de le dire. Donc en gros, il a dit quelque chose. Il a commencé à dire quelque chose. Donc là, c'est tout notre travail de communicant pour comprendre ce qui se cache derrière ces mots de « je ne veux rien dire ». Parce qu'il vient de dire quelque chose d'extrêmement fondamental. Là, si le communicant s'arrête juste là, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Parce que ça veut dire qu'on est dans le déni de la parole « je ne veux rien dire ». Oui, c'est souvent le cas. Hein. Bien sûr. Je pense que c'est comme un humain qui dit je ne répondrai pas, et il vient de répondre. Qui veut pas. Qui veut pas. Voilà. Effectivement. Voilà. Et cette parole, elle est extrêmement importante. Et dans ce sens-là, une question qui revient souvent, c'est est-ce que les animaux comprennent les mots, ou est-ce que c'est juste une habitude, ou est-ce qu'ils décodent les intonations? Je pense que la question veut dire est-ce qu'ils ont une capacité d'abstraction et de parole suffisamment importante comme la nôtre? Ça, c'est carrément les sous-estimer. Oui. Ça, c'est carrément. Oui. Là, c'est carrément les sous-estimer. Parce que dans la question, il y a une partie de la question qui n'est pas abordée et que je vais aborder, c'est le mot qui porte l'intention. Et je trouve que ça, c'est fondamental. Oui. Ça veut dire que moi, je peux faire tout à fait une communication animale avec un cheval espagnol qui arrive d'Espagne. Il vient de descendre du camion chez son propriétaire en France. Il n'a jamais entendu parler français de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'ils comprennent le oui, qu'ils comprennent le non, qu'ils comprennent tout de suite ce qui se passe, on lui dit pied, il donne tout de suite son pied. Qu'est-ce qui se passe?
ce qui se passe, c'est que la tour de Babel, c'est un truc humain. Le mot porte une intention. Et cette intention, si elle est juste et qu'elle est belle, elle est perçue par l'animal, mais également quand elle est dévastatrice. Hein? Par exemple, moi j'ai un cheval, quand je l'ai eu en communication animale, la première chose qu'il a dit, quand je travaille mal, je ne suis pas pour autant une saucisse. C'est dramatique. C'est dramatique. Ça veut dire qu'il avait parfaitement conscience que quand il ne travaillait pas, on lui disait qu'il allait à l'abattoir quand même. Et j'ai la propriétaire qui me dit, mais je dis ça en rigolant. C'est pas possible de dire ça en rigolant. C'est pas possible. Voilà. Moi, quand c'est comme ça, souvent, je vais, je trouve des choses pour expliquer ça à l'humain qui sont vraies. Je pense qu'en tant que femme, on peut en parler. Hein? Je pense que si un homme nous traite de pute avec le sourire, il vient quand même de nous traiter de pute. Ben oui. Après, la femme comprend ou comprend pas. C'est son problème, j'ai envie de dire. Ben, écoute, mais le mot porte quelque chose d'important. Donc le nom que nous donnons à l'animal est aussi quelque chose d'important. Est-ce qu'ils perçoivent leur propre nom? Bien sûr, tout à fait. Et ils portent la signification aussi du nom. Ouais. Et ils portent aussi l'intention qu'on porte dans le nom. Pareil, un Lusitanien qui était comme ça arrivé et il dit mais moi je m'appelle El Diablo, mais je ne suis pas un diable. Et il disait qu'il était regardé comme El Diablo. Oui, forcément. Voilà, parce que le regard qu'on portait sur lui, El Diablo, il doit avoir une raison. Et il dit qu'on portait sur lui un regard effaré, un regard ahuri, et que ça le détruisait, ce regard porté. Et que du coup, il restait prostré au fond de son box, parce qu'il ne supportait pas ce regard humain qui était porté sur lui en connotation avec son nom. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Comme quoi, là, nous avons de l'attention, de l'intention, de l'amour à donner, de l'amour à être, comprendre le signifiant sur le signifié. Hein, donner un nom, c'est pas anodin. C'est pas anodin donner un nom. Donner un petit nom, c'est pas anodin tout ça. Donc ils peuvent vouloir changer de nom. Oui, ils peuvent vouloir changer de nom. Oui. Ils peuvent vouloir changer de nom. Et parfois aussi quand les propriétaires changent de nom, j'attire aussi beaucoup votre attention là-dessus, ça aussi c'est extrêmement dégradant parce que le nom il porte aussi une partie de notre histoire et une partie de notre vécu. Donc que notre histoire ou que notre vécu soit belle, soit beau ou soit pas beau, en tous les cas on l'a vécu. Et on ne peut pas nous enlever cette partie-là qu'on a vécue. On doit apprendre à vivre avec, on vit avec, mais enfin, personne ne peut nous l'enlever. Et lorsqu'on change de nom à un animal, et notamment à des chevaux qui sont hypersensibles, voilà, eh bien, on peut s'apercevoir qu'ils font une espèce de déprime et de dépression. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait un déni de ce qui s'était passé avant. C'est comme si on vous change votre nom. Voilà. Et après, il ne faut pas s'étonner que quand on dit le nom, l'animal ne réponde pas. Bien évidemment, si on vous change votre prénom, est-ce que vous allez répondre au premier coup? Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, le respect de l'histoire de l'autre, que le nom nous plaise ou pas, le respect de l'histoire de l'autre, on en est là également, quoi. Hein, si on occulte ça, il y a quelque chose où on les sous-estime. Alors, il y a une question, parce que du coup, ça commence à arriver, excusez-moi. Il y a Marie-Thérèse qui demande est-ce qu'on peut ressentir les mêmes douleurs que l'animal? Je pense qu'elle veut dire pendant la communication. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas. Oui, alors, moi personnellement, alors voilà, si vous voulez, dans la communication animale, on ressent le visuel. Donc, vous avez pas mal de communicants animaliers qui ressentent beaucoup plus le visuel. Moi, j'ai aussi l'auditif, donc j'ai aussi des mots, des phrases complètes. Si la propriétaire chante une chanson, je me retrouve avec la chanson du propriétaire. Enfin bon, voilà. Et puis, bien entendu, les douleurs également. Ça, pareil, tous les communicants animaliers n'ont pas tous les mêmes spécificités. Je pense que de l'un à l'autre, on ressent pas forcément toutes les mêmes choses. Moi, j'ai également le goût et l'odorat, donc c'est sûr que maintenant, je peux vous décrire le goût des crottes, par exemple. C'est pas... Bon, c'est à quoi que ça goûte le crotte? Écoutez, c'est entre Zan et chicorée.
C'est pas fameux. Voilà. Donc, quand on a des chiens qui nous parlent de la copro, par exemple, hein, de la coprophagie, voilà. Donc, effectivement, on goûte quand même des choses assez aléatoires qui sont pas de notre monde, hein, comme les fibres chez le cheval, hein, la luzerne ou des choses comme ça, voilà, ou des herbes chez le lapin. On goûte quand même des choses assez improbables. Hein. Mais on visite aussi d'autres mondes. Avec les oiseaux, on vole. Hein, donc ce sont des choses merveilleuses avec les animaux à quatre pattes. On trotte, on galope, on a les appréhensions de vitesse, on comprend le basculement du corps, l'usage du garrot. Enfin, on rentre vraiment dans un autre monde. Oui, oui. Puis on revient après à la fin de la communication animale. On revient les pieds sur terre, hein, bien sûr. Alors on a aussi une question qui est revenue, c'était de savoir est-ce que tout le monde peut communiquer? Oui, oui. Parce que nous avons tous la pinéale. Elle est où la pinéale? Alors, la pinéale, donc là, vous l'avez à la verticale, enfin à l'horizontale comme ça, et bien au milieu. Ce point rouge-là, il est souvent dessiné chez les hindous, chez les Indiens. Il est connu, toute civilisation confondue. La pinéale, elle s'appelle pinéale parce qu'elle a la forme d'une petite pomme de pin, donc un petit pois en forme de pomme de pin. On la retrouve dans nos contrées européennes, souvent à côté du Christ, souvent près des cimetières également, et également dans les églises. Donc c'est connu, vous avez même une place avec une pinéale qui est dédiée à cette petite glande au Vatican. Et puis bien sûr, les bouddhistes la connaissent aussi, les Indiens d'Amérique, l'œil d'Isis chez les Égyptiens. C'est vraiment la forme de la pinéale et son emplacement à l'intérieur du crâne. Donc, nous l'avons tous, mais bien entendu, la plupart du temps, chez beaucoup d'humains, elle s'est endormie. Donc, il faut la réveiller pour pouvoir rentrer en communication animale. Donc, tout le monde a cette petite glande et peut l'utiliser. Oui, à partir du moment quand même où on essaye de faire qu'elle ne soit pas trop calcifiée. Hein, donc ça veut dire qu'il faut quand même éviter de manger des métaux lourds, du fluor, voilà, éviter de fumer, éviter d'être drogué, autant par des médicaments allopathiques que par des drogues illégales, dans le sens où la communication animale, la télépathie demande un travail important au niveau du cerveau, et on ne peut pas en même temps dire au cerveau, on te demande de faire une activité télépathique, mais je te donne un médicament pour te réveiller, et puis le soir je te donne un médicament pour t'endormir. Le cerveau, il faut qu'il s'y retrouve quand même là-dessus. On ne peut pas à la fois lui calmer certaines activités, l'activer sur certaines activités et lui dire, et puis il faudrait aussi que tu sois dans les télépathies. Donc il y a quand même une hygiène de vie aussi derrière tout ça. Et c'est vrai que moi, aux personnes qui veulent faire communication animale, qui veulent apprendre, déjà je leur conseille certains livres, je trouve que ça c'est pas mal. Et on puis, les mettra en commentaire. Voilà, oui, tout à fait, on vous les mettra. Et puis, ce qu'il y a d'important aussi, c'est d'être connecté à la nature, et puis par exemple de faire des méditations. Vous avez différents types de méditations qui peuvent vous aider, de faire du tai chi chuan, du qigong, du yoga. Il n'y a pas une seule voie. Je pense que la personne qui veut travailler les ondes alpha et travailler déjà, elle, sa propre conscience, il y a plein de chemins, et un individu n'est pas l'autre, et le chemin d'une personne vers la communication animale, pour certaines personnes, ça se fait plus jeune, voilà, parce que le monde est aussi en train de s'ouvrir, et quelquefois va prendre 6 mois à 1 an pour avoir des premiers ressentis, et puis quelquefois pour d'autres, ça va être au bout de 15 jours, voilà. Et puis après, bien sûr, il y a les formations aussi, et c'est vrai que sur les formations, on est à 100% de réussite, parce que justement, on peut proposer diverses méditations et faire que chaque personne puisse trouver son propre rythme d'accompagnement pour aller vers le monde alpha. Je passe à autre chose. Oui, vas-y. Autre question, est-ce que les animaux ont conscience de ce qu'ils vivent? Oui. Et en l'occurrence, en exemple, tu avais un animal par exemple qui est élevé pour la viande. Est-ce qu'il a conscience de ce pourquoi il existe? Oui, tout à fait. Et comment il vit? Oui. Comment il le vit? Ben, vous savez, c'est comme vous quand vous êtes en train de vivre votre vie sur Terre. Là, la société vous plaît peut-être pas, mais en attendant, vous avez conscience de le vivre.
Donc, tu veux dire que… Et oui, donc si vous voulez, que vous l'acceptiez pas, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc l'animal, il n'est pas con, il a parfaitement conscience de ce qu'il est en train de vivre, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, comme vous, comme l'humain. C'est le sous-estimer que de croire que ça ne lui plaît pas et donc c'est exactement pareil que pour un humain, dans le sens où on peut vivre à deux exactement la même situation. Vous avez une personne, moi ici, voilà, nous sommes dans le nord de la France aujourd'hui, il pleut depuis ce matin. Moi, alors je suis en joie parce que les nappes phréatiques, elles en ont un grand besoin. Bien entendu, j'ai une infinie tristesse parce qu'on a plus de 10 degrés d'écart par rapport à ce qu'on devrait avoir. Donc bien sûr que je suis triste pour la Terre, je suis triste qu'il n'y ait pas gelé ce matin. Et vous avez des gens qui depuis ce matin peuvent faire le rabat. Ouais, tu te rends compte, il pleut. C'est leur problème, franchement. Il pleut, c'est un fait. La façon dont on le vit, c'est quelque chose de personnel. Et pareil, là aussi, pour moi, il y a un dysfonctionnement qui est de se dire, comme l'animal, c'est ça, on les met dans une groupalité, ils sont tous dans le truc de trouver ça honteux, nanana. Non. Chaque individu vit sa propre vie, même dans quelque chose qui se vit dans une globalité d'espèces, et l'accepte plus ou moins dans sa faculté d'espèce. Il faut arrêter de les sous-estimer au point de les mettre tous dans le même sac. Ça, je trouve que ça, pour moi, c'est la pire dévalorisation. Voilà. Mais tu vas peut-être avoir quelque chose qui va un petit peu rejoindre. Oui. J'ai plusieurs fois comme question, comment est vécu le sevrage, un élevage, entre la maman et son petit, quel qu'il soit. Le point de vue de la maman, le point de vue du petit. Alors, la question est assez complexe parce qu'il y a des élevages où c'est très bien fait. Il y a des élevages où ça se passe extrêmement bien. Voilà. Et pareil, je pense que d'une femme à l'autre, le sevrage ne va pas se faire pareil. Et d'ailleurs, il y en a qui ne savent pas sevrer leurs petits. On voit les catastrophes que ça fait. Voilà. Mais je pense que c'est évident pour toi, pas forcément c'est pareil. Pour les gens qui peuvent voir l'animal comme presque objectisé, hein, plus que… La question… Comment est-ce qu'il y a de l'émotion, je pense? Est-ce qu'il y a une sentiment d'abandon, de cela? Est-ce que tu peux avoir ces émotions-là chez l'animal ou pas? C'est exactement comme chez l'humain. Il faut se remettre là dans le contexte. L'humain a plus de 99% de sa génétique et de ce qu'il est en commun avec l'animal. L'animal, par exemple, sur les chimpanzés, on a 1% d'écart. Hein? Vous prenez le papillon, on a 70% de génétique identique. Donc, se poser ces questions-là, bien entendu, je trouve que vous les posez et elles sont légitimes. Ça veut dire que quelque part, il y a de l'amour, il y a des choses comme ça. Mais il faut se rendre compte que ce sont exactement les mêmes choses que nous. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas parler comme ça de conditions. Chaque individu est différent. Bien entendu, après, il y a des grandes règles, si vous voulez. On sait très bien, par exemple, que pour un chien, la 7e semaine, hein, le sevrage à 8 semaines, la 7e semaine, c'est quelque chose de fondamental parce que la mère, elle leur apprend des bases sur le oui, sur le non. Bon, il faut savoir par exemple que certaines races de chiens, je parle notamment à des malinois, toujours pareil, mais il ne faut pas généraliser, ou des bergers allemands de travail, donc des chiens qui sont typiques dans le travail, la 7e semaine, la mère en a vraiment très 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 marre de ses petits. La plupart du temps, moi j'en ai connu plusieurs comme ça, elles avaient qu'une hâte, c'était retourner travailler, retourner à la sécu. Donc on était, voilà, l'éleveur était obligé de les séparer, mais parce qu'elle allait choper, elle allait le tuer, Joe. Elle allait le tuer, elle en avait ras-le-bol. Et en plus, il commençait à avoir des petites dents sur les mamelles, croyez-moi, elle était pour le sevrage. Hein. Elle était pour le sevrage. Donc si vous voulez, chaque cas est différent. Les animaux ont aussi, comment je dirais, des capacités à ne pas reproduire des choses qui ne veulent pas.
Hein. Je peux vous parler notamment d'une jument qui a très très mal pris le sevrage avec son petit. C'est pas compliqué. Chaque fois qu'elle entendait qu'on allait la remettre à l'étalon, elle faisait une infection vaginale. Plus de petit. Plus de séparation. Voilà. Donc, et quand dans la communication animale, parce que sur son éleveuse, il était quand même un petit peu traumatisé par le truc, parce qu'elle faisait pas le lien. Tout allait bien, elle disait bah super, elle va bien, on va pouvoir, boum, infection. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle a expliqué, et le gag complet de cette affaire, c'est que l'éleveuse, elle voulait garder son petit à la maison. Et elle l'a pas gardé. Bah si, et du coup, d'expliquer ça à la jument, il n'y a plus d'infection vaginale, elle a eu son petit, le petit est resté à la maison, et tout allait bien. Elle était d'accord pour le sevrage, mais elle ne voulait pas qu'il soit trop loin. Elle ne voulait pas qu'il parte. Bon, bah, elle était tellement stressée qu'elle déclenchait une infection. Voilà. Donc voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc la capacité à avoir une maladie créée, hein, par un état émotionnel qui va agir sur le mental et qui va aussi avoir sur le corps, c'est pareil que l'humain. Tout est pareil à ce niveau-là. Voilà. Le mot et le mal, les mots, vous voyez, M-A-U-X, qui ont une signification, donc l'endroit où ils vont avoir mal, par exemple quand ils ont plein le dos, voilà, quand ils ont un problème de sociabilité, on le voit souvent chez les étalons ou chez les juments très caractériels, et ben, ils ont un problème au genou. Et ben oui, entre le je et le nous. Voilà. Et tant qu'on n'accepte pas qu'ils puissent avoir ce problème-là, et donc cette difficulté-là de sociabilité, et donc comment on entend, parce qu'ils ont aussi le droit de ne pas être sociables. Pas pourquoi ils devraient être sociables avec l'humain quand même. Donc quand on commence à travailler ça avec eux et à comprendre que leur demande ne peut pas être une simple demande, mais qu'ils ont besoin de quelque chose pour entrer dans le confort avec l'humain, eh bien les genoux vont beaucoup mieux. Curieusement. Vous voyez, je trouve que c'est très intéressant. Il parle. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Il parle. Écoute, on a deux questions qui peuvent se rejoindre à un moment donné. On va commencer par celle d'Aurélie. Oui. Aurélie, elle dit bonjour Lucille. Bonjour. Moi, ma question va être plutôt générale. Je viens de perdre un de mes chats avec lequel j'avais un lien particulier. Ma question concerne leur passage vers l'au-delà. Donc, ont-ils un choix à faire? Peuvent-ils faire le choix de rester près de nous ou le choix de monter? C'est une question assez spirituelle, mais je pense que tous ceux qui perdent leur compagnon se demandent ce qu'ils deviennent une fois partis au paradis des animaux. Il y a plein de choses là-dedans, qui rejoindra plus tard Ève, qui a l'air de ne pas vraiment adhérer avec la spiritualité de l'animal. On verra ça après. Ah bah, médiumnité, pardon. Bah oui. On va commencer par Aurélie. On verra. Oui. Donc, si vous voulez, quand l'animal rapproche, on ne te voit pas bien. Bah, quand même. Oui, mais c'est pas moi qui parle. Ah oui, mais quand même. Alors, oh, pardon. Donc, effectivement, le décès. Je crois qu'il y a la fin de vie aussi. Oui, la fin de vie, le décès. Ça veut dire que déjà sur le vivant, l'animal a un chemin de vie. Et lorsqu'il va avoir le décès, l'âme s'élève et part. De la même façon que avant la naissance, il y a bien entendu le corps physique, mais l'âme va avoir une incarnation. Et au moment du décès, l'âme va avoir une désincarnation. Tout ça, c'est su, c'est prouvé. On l'a notamment les services pour les humains. Vous avez beaucoup de soignants qui ont vu des âmes s'élever. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui existe. Alors, cette âme, elle met un certain temps pour se détacher. C'est sûr que quand il y a des produits allopathiques, de la morphine, c'est très intéressant d'ailleurs ce mot-là, la morphine, bien, ça peut être un peu compliqué le détachement de l'âme. L'âme met un certain temps pour se libérer vraiment du corps. Et ensuite,
L'âme Tu parles de l'énergie, revient, hein. voilà, l'âme revient quand elle veut. Hein, ça, faut le savoir. Il n'y a pas d'espace-temps. Ici, nous avons plusieurs temporalités. Et il ne faut pas croire qu'on n'a que les yeux physiques. La preuve, c'est que déjà, on a les yeux avec la pinéale. Donc, par exemple, les chats peuvent voir les fantômes, mais nous, quand on est connecté avec la pinéale, on les voit aussi. Voilà, les animaux les voient. Et bien entendu, l'animal décédé, on le retrouve dans notre cœur en permanence. Notre rôle, c'est aussi de ne pas être égoïste. Donc, ils doivent naître à cette autre vie et être à leur autre vie. Voilà. Donc, à partir du moment où ils sont partis et bien partis, et que l'âme est bien élevée, ils reviennent quand ils veulent. C'est vrai que moi, quand on me demande des communications animales avec animaux décédés, je dis souvent aux propriétaires qu'il faut attendre un certain temps. Vous avez des grandes traditions philosophiques qui parlent souvent de 40 jours. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire si c'est 40 jours, si c'est moins, si c'est plus, mais moi, je demande toujours à ce qu'il y ait un temps pour que l'humain ait commencé son travail de deuil, parce que il y a une curiosité extrêmement malsaine à l'humain de savoir ce qui se passe de l'autre côté, aussi de vouloir que l'animal ne parte pas et reste encore, sauf que il a son autre vie à faire, et l'aimer, c'est aussi faire qu'il puisse avoir cette autre vie, et donc lâcher prise. Donc c'est vrai que l'humain, quand il a commencé son travail de deuil, là, on peut éventuellement rentrer en médiumnité, effectivement. Alors, la plupart du temps, les personnes qui demandent une communication animale pour un animal décédé, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'amour. Moi, par exemple, je ne réponds pas à des questions et comment c'est de l'autre côté, et patati et patata. Moi, je ne suis pas là pour répondre à des questions à l'humain. Hein. Là-dessus, il faut quand même être extrêmement clair. Hein. La communication animale, elle ne se fait pas en faveur d'un humain curieux. Hein, c'est pas du tout dans ce sens-là que ça se fait. La plupart du temps, quand un humain demande une communication animale pour un animal décédé, c'est par exemple parce que il entend encore les pas de son chat au grenier. Bon, il le sent encore comme s'il était venu lui dire bonjour la nuit, d'avoir senti les poils. Voilà. Des choses très bizarres, comme si l'animal était mal passé. Et là, effectivement, on fait, nous, ce qu'on appelle des passages d'âme, parce que ça veut dire que l'animal, pour X raisons, quelquefois pour ne pas abandonner son humain, parce qu'il sent que l'humain n'est pas prêt à lâcher prise, et ben, il n'est pas d'abord monter et ensuite revenir comme il veut. Donc ça lui prend énormément d'énergie, mais en attendant, il doit quand même vivre son au-delà de la mort. Voilà. Alors, on part un peu dans tous les sens, comme les questions. Je pense qu'il y avait une autre question sur la mort, sur l'au-delà. Non, c'était pas vraiment sur la mort, c'était Ève qui disait que les animaux, pour elle, ne sont pas médiums, et au point de comprendre tous nos mots, sinon ce serait si simple. Mettez-vous à la place des familles d'accueil qui gardent des animaux, des sauveteurs. S'il était aussi simple de juste dire quelque chose à l'animal pour qu'il comprenne, il ne serait pas surpris de changer d'endroit. Enfin, grosso modo, si je comprends bien, Ève, ce qu'elle dit, c'est que pour elle, l'animal ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et que s'il comprenait, ça se permettrait de faire les choses tellement simplement. Et le message de la médiumnité. Voilà. Si je traduis à peu près l'idée, je pense qu'elle fait de la protection animale, si elle parle de famille d'accueil. Je vais vous donner un exemple simple, Ève. Si je vous dis que pour votre bien, il faut rester enfermé dans le couloir et ensuite aller vous jeter du pont, je pense que vous comprenez ce que je viens de dire. Je ne pense pas que vous soyez d'accord pour le faire. Dans quel sens tu dis ça? Parce que je te suis pas. Dans le sens, parce que s'il était si simple de dire quelque chose à un animal pour qu'il comprenne, c'est pas parce qu'il comprenne qu'il est d'accord pour le faire, qu'il est d'accord pour l'accepter. Okay. Ça aussi, c'est le sous-estimer. Donc, par exemple, je vais vous dire, vous savez, madame, là, pour votre bien, aujourd'hui, ça serait bien que vous acceptiez un déménagement. Je vous mets dans une nouvelle maison. Voilà, parce que la vôtre, je sais pas, elle a été détruite par un ouragan ou une inondation. Et donc, vous avez du bol, on vous a trouvé tout de suite un logement par la municipalité. Et ben, vous savez quoi maintenant? Vu qu'on vient vous trouver un super logement, il faut arrêter de pleurer, il faut être en joie. Hein. Vous avez un toit sur la tête, vous vous rendez compte de où vous avez sorti? Donc toi, tu dis qu'ils comprennent, mais qu'ils n'acceptent pas forcément. Il faudrait pas être là
dans le déni des émotions de séparation et du changement de vie, et que donc on leur laisse pas le temps, sous prétexte qu'on fait une bonne action, pépère, faut que tu comprennes. Donc là, je vous déménage de chez vous pour vous éviter l'inondation. Le deuil de votre ancienne maison, vous avez tout perdu, on s'en tape complètement. Là, vous devez être en joie. Ça, c'est trop facile. Alors, est-ce que par contre, pour les familles d'accueil d'animaux sauvés, maltraitance, ce genre de choses-là, j'imagine, abandon, tout ça, est-ce que du coup, tu penses que la communication peut aider? Ah oui, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup avec des familles d'accueil, avec des associations, avec des SPA. Voilà. Bien sûr que ça aide énormément. Il faut prendre en compte que l'animal, il a aussi le droit d'avoir son temps. C'est pas parce que vous dites à votre fils qu'il doit bien travailler qu'il va le faire le lendemain. Il va peut-être comprendre qu'il travaille pour lui, mais ça va peut-être être dans 6 mois, ça va peut-être être dans 10 ans. Et alors, il a le droit, c'est son temps à lui. Entre votre exigence et lui, son temps à lui. Voilà. La prise en compte du temps de l'autre est quelque chose de fondamental. Et bien entendu, dans la communication animale, on le perçoit de l'animal. L'animal en parle. Hein, il a le droit de faire une dépression, il a le droit de faire une déprime. C'est pas parce que vous donnez quelqu'un un yacht et tout l'or du monde qu'il est heureux. On sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est pas parce que la famille d'accueil lui donne tout l'or du monde et un yacht et je ne sais pas quoi que l'autre doit obligatoirement être heureux. Ça aussi, c'est de l'égoïsme qui en fait renforce la famille d'accueil dans le sens qu'elle fait une bonne action. Sauf que la bonne action, on la fait pas pour soi. La bonne action, on la fait pour l'autre. Donc l'autre, il a le droit à son temps. Voilà. Et bien entendu, dans ce temps, on aide, notamment avec des fleurs de bac, avec des fleurs de bouche. Voilà. Cette prise en compte du temps. Voilà. Pourquoi et moi, du coup, j'ai une autre question à poser, parce que dans cette question qui m'était posée là, c'est pourquoi est-ce que l'humain est si pressé? Pourquoi est-ce que l'humain est si pressé? Je trouve ça. Pourquoi est-ce qu'il est pressé? Pourquoi est-ce que, comme il fait une bonne action, il faut que l'autre il aille mieux tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il est pressé? Voilà. C'est toujours je crois que si on pose sur l'autre un regard d'amour et de compassion, la notion du temps n'existe plus. Si on pose sur l'autre un regard d'objectif et d'efficacité, là, le temps est dévastateur. Et on n'est plus dans la compassion. Oui, après, on peut sûrement se dire aussi que de toute façon, on n'est plus dans le temps et dans la saisonnalité, on est dans l'immédiateté et que l'animal ne l'est pas. Donc, on a sûrement un décalage, j'imagine. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qu'on ne respecte plus trop bien oui. le temps du temps. Soyons juste, comment je dirais, regardeurs avec amour, avec compassion de l'autre. Soyons, on n'a pas besoin d'être dans le faire, soyons juste dans le être. Et là, se passe quelque chose de merveilleux. Alors, nous avons aussi Luc de Lacroix qui dit bonjour. Est-ce qu'il vous arrive, depuis que vous êtes professionnel, pas à vos débuts, de vous tromper? Mais toujours toujours. C'est le travail sur la communication animale ou ce que je fais à côté en rebutage, shiatsu, voilà, c'est une route de l'humilité. C'est une route de l'humilité. Voilà. Donc on voit quelque chose et puis voilà. Je vais vous donner un exemple très rigolo qui est sur ma page d'ailleurs en témoignage. Voilà, un chien justement qui avait été adopté, qui arrive dans une maison et le monsieur il me dit écoutez je vous appelle parce que c'est compliqué au niveau de l'adoption du chien, je vous en dis pas plus, voilà. Bon, et moi j'ai le chien qui me dit j'ai peur, et il me montre un palmier. Donc il me dit j'ai un palmier, il y a des feuilles, ça vibre, ça bouge, j'ai peur, je suis traumatisée. Monsieur il me dit écoutez, je sais pas où vous êtes, mais alors je sais vraiment pas où vous êtes. Ici, pas chez moi. Ici tout est blanc. Les murs sont blancs, j'ai un tableau, il est blanc, les meubles sont blancs, le carrelage, il est blanc, les canapés sont blancs. Il n'y a rien de ce que vous me dites. Pas de plantes, rien. Moi, j'insiste. Écoutez, il y a un pied, le pied, il est noir.
Ah, il me dit, mais non, écoutez, fou. Donc, je donne d'autres preuves, hein, parce que c'est vrai qu'on travaille avec les preuves, donc je donne la couleur de la gamelle, évidemment, qui était blanche aussi. Voilà, donc je dis, bon, écoutez, il faut qu'on trouve autre chose, parce que là, je ne peux pas vous donner l'histoire d'une gamelle blanche, vous venez de me dire que tout est blanc chez vous, donc évidemment, je sais que tout est blanc, donc je me doute que votre gamelle, elle est blanche. Donc, si vous voulez, là, on est plus sur la communication animale, je pourrais mentir, quoi, comprenez? Donc, je commence à décrire le jardin, il me dit, oui, vous êtes bien chez moi. Bon, donc on travaille avec le chien qui continue de me dire qu'il a peur là. Et en fait, peu après, je raccroche avec la communication animale. Le monsieur m'envoie une photo et il me dit, j'ai trouvé ce que vous me parlez. Eh ben oui, je suis musicien et sur ma guitare électrique, au dos de ma guitare, il y a un palmier et la guitare est posée sur le pied et effectivement, ça vibre. Donc, donc effectivement, je voyais un palmier, mais je voyais pas du tout la guitare. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir une vue partielle. On n'a pas totalement faux, totalement. Si vous voulez, on a des interprétations. Oui. Oui, des interprétations. On voit les choses. Par exemple, j'avais un chat qui disait que maintenant il avait extrêmement peur dans la maison parce qu'il y avait une nouvelle bête en bois qui était arrivée. Et c'était la folie douce. Il savait jamais quand est-ce que la bestiole allait l'attaquer. Ah ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est la maman qui avait hérité de son papa un coucou. Eh oui. Il a peur, envie de manger aussi. Non, il avait peur des deux yeux, les deux yeux qui sortaient, et ça faisait très très peur, quoi, très très peur. Voilà, et en plus en hauteur et tout. Bon, voilà. Donc si vous voulez, il faut aussi essayer de se dire que l'animal a une excellente vue, une excellente ouïe, beaucoup de goût, beaucoup d'odorat. Donc, il y a vraiment aussi Oui, c'est exacerbé, tu veux dire. Voilà, c'est-à-dire que l'humain a un handicap. Moi, j'ai pas envie de dire que chez l'animal, c'est exacerbé. Il faut être clair. L'animal est handicapé de ses 5 sens et de sa locomotion. Donc, l'humain, ouais. Donc, l'humain est handicapé. Donc, automatiquement, le fait de côtoyer des humains, pour l'animal, c'est rencontrer des difficultés dans le quotidien. Parce qu'il y a des tas de choses qui sentent pas bon, des tas de produits ménagers, du bruit, voilà, qui perturbent extrêmement l'animal dans son quotidien, avec nous. On a une question de Marie-Thérèse qui dit: est-ce qu'un chien peut se réincarner en chat? Il n'y a pas de... oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière, de la même façon qu'un animal peut se réincarner en humain et un humain peut retourner en animal. Il n'y a pas de frontière à ça. Il n'y a pas de frontière à ça. Nous avons une incarnation pour vivre des expériences. Donc peut-être que nous devons vivre une expérience là d'humain, et puis peut-être qu'après nous devrons vivre une incarnation d'animal. Hein, c'est vrai qu'il y a différentes philosophies là-dessus qui disent notamment que le summum de l'incarnation, c'est l'humain. Enfin, en gros, la bestiole la plus destructrice, quoi. Moi, j'en suis pas persuadée. Je ne pense pas que ça soit forcément le summum, hein, que d'avoir une incarnation humaine. Ah, alors il y a une réponse à la dame à laquelle tu as répondu tout à l'heure, par rapport au fait, aux familles d'accueil, au fait que les animaux puissent être médiums ou pas. Elle dit: les animaux ne sont pas systématiquement médiums, sinon ils ne feraient pas confiance à des tortionnaires avant leurs actes. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus de femmes battues. Attends, je cherche un truc. Mais c'est pas inintéressant, par contre, la relation à la maltraitance et pardon, ça peut être intéressant. C'est pas écrit, mais c'est vrai que souvent on voit des animaux qui ont été maltraités, qui sont adoptés et qui sont capables de, pardon. Enfin, moi, un animal me fait ce que l'humain a fait à l'animal, je n'y retourne pas. Mais eux, oui. Comment tu expliques ça? Ils ont une capacité à la résilience. Ils ont une capacité à la résilience qui est pas forcément qui peut être plus forte que l'humain. Et après, c'est pas parce qu'on a de la médiumnité qu'on va pas aller vers ce qu'on doit vivre. C'est le chemin de vie. C'est le chemin de vie.
Donc ça c'est trop simple, si vous voulez. C'est trop simple de dire qu'ils ne sont pas médiums parce qu'ils ont accepté de se faire maltraiter. Moi, je peux vous dire, dans ce cas-là, il faut dire que la femme, elle n'est pas de cerveau. La preuve, c'est qu'après, elle peut se faire battre. Ça va pas, non? Bah oui, non, mais c'est des raccourcis pareils. Oui, oui. C'est des raccourcis pareils. Ce sont des événements qui vont arriver. Alors, la médiumnité, c'est avec les décédés, il faut quand même être au clair là-dessus, c'est pas avec le vivant. Sur le vivant, c'est la télépathie. Et l'autre a son libre arbitre. Donc, on ne peut pas être soit dans la télépathie, et en même temps, le but de la télépathie, c'est pas deviner que l'autre va nous faire quelque chose quand même. Là, il y a un amalgame. Il y a un amalgame là. Alors, on a Jean-Baptiste, c'est bien, il y a pas mal de garçons. Bonjour, oui, j'ai un jardin de 80 mètres carrés. J'ai décidé de laisser la moitié de mon jardin vivre naturellement pour les animaux. J'ai maintenant des hérissons, je pense, oui. Une multitude d'oiseaux, rongeurs, diverses variétés, bref. Mon voisin me demande d'entretenir correctement mon jardin car ce n'est pas joli à regarder. Voilà où nous en sommes dans notre monde. Je fais partie de ces personnes qui préfèrent les animaux à l'humain. Ouais, bah oui. Bah, il n'y a pas de question là. Non, mais il n'y a pas de question. Je ne sais pas, je lis. Donc... Oui. Mais oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes dans une restriction d'espace, le contrôle sur l'animal, hein, à tout niveau. Bien sûr, l'humain aujourd'hui a une emprise à tout niveau sur l'animal. Je pense que là-dessus, il faut être au clair et on ne peut pas en plus, hein, par rapport aux questions qu'il y avait tout à l'heure, donc les humains qui ont une emprise totale sur l'animal et dire ouais, bah, s'il était si malin que ça, il l'aurait vu. On ne va pas en plus dédouaner l'humain dans sa maltraitance en disant ah, quel con d'animal, en plus il ne l'a pas vu. Faut pas. Non, mais à un moment pas du fond, c'est pas que le faire. Voilà, à un moment donné, il faut. Je vais passer pour un pensionnaire. Voilà. Voilà, luttons et faisons ce que l'on a à faire et portons la parole de l'animal. Je pense que là, essayons d'être justes dans notre action et dans ce que nous avons à faire. Et sortons aussi de la logique humaine, oui mais, et donc, et machin. Honnêtement, pendant qu'on fait ça, on fait rien. Ce qui va rejoindre un peu, qui peut être la suite, c'est quelle mémoire ont les animaux? C'est une question qui a été posée. Mémoire d'éléphant. Ils ont une mémoire. Est-ce qu'ils tout pareil. Est-ce qu'ils reconnaissent un humain qu'ils n'ont pas vu depuis des décennies? Bien sûr, oui. Bien sûr. La question serait plutôt pourquoi ils ne reconnaissent pas. Voilà. Parce qu'ils sont pas. Voilà. Après, ils ont leur chemin de vie, leur conscience de vie. Ils sont. Par exemple, on peut voir chez les chiens, c'est assez flagrant, quand les chiens sont devenus adultes, il ne faut pas croire que la mère est forcément contente de revoir sa fille, quoi. Oui. Ils peuvent tout à fait se reconnaître, mais dire qu'ils ont envie de se côtoyer ou que la mère a envie de côtoyer son fils devenu adulte, c'est pas forcément vrai. Hein? Une autre question qui est revenue, c'était quand est-ce quel indice peut nous faire comprendre qu'il serait bien de faire une communication avec son animal? Quel indicateur? Merci, ça c'est une chouette question. Alors, avant, la communication animale, elle existe, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis tous les temps. Il y a plus d'ouverture maintenant depuis 5 ans. Il y a quelque chose qui s'est débloqué chez les humains, d'être plus à l'écoute, d'avoir plus conscience de l'animal. Et c'est quand même assez récent, hein, l'ouverture d'esprit sur la communication animale. Donc, moi, je le pratique depuis très longtemps. C'est vrai que je ne disais pas forcément communication animale. On me passait un coup de fil en me disant « C'est vous la voyante pour chien ?» Ouais, bon, c'est moi la voyante pour chien. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'était par le bouche à oreille. Le mot communication animale n'était pas forcément mis comme aujourd'hui.
Après, quand il y a eu la première vague, il y a de ça 5 ans maintenant, vraiment de connaissance de la communication animale et des demandes, on a vécu une période, je pense moi, ou de professionnels assez dure, parce que là, on s'est pris, mais tous les gros cas, quoi. C'était lourd émotionnellement, psychologiquement, après chaque communication animale, parce que bien sûr, c'était les cas désespérés, ce que les vétérinaires trouvaient pas, enfin, voilà, des choses très, très, très lourdes. Aujourd'hui, la démocratisation fait que on a toujours ce cas-là, et encore heureux, parce que ça nous permet quand même d'orienter vers des vétérinaires, de travailler, voilà, d'avoir vraiment une utilité. Mais en dehors de ces cas de santé, on peut demander une communication animale. Il y a par exemple quand vous voulez adopter un chien avec la SPA, avec l'accord de la SPA, pour savoir si ce chien, par rapport à ses besoins et par rapport à son chemin de vie, est adapté. On peut aussi le faire bien sûr avec les familles d'accueil, avec l'accord de la famille d'accueil, bien sûr aussi avec les éleveurs. Moi, j'ai de plus en plus d'éleveurs de chiens, de chats, d'éleveurs de chevaux, où on essaye d'éviter, moi, ce que j'appelle des erreurs de casting. Je vous donne un exemple simple. J'ai eu une famille en lien avec un élevage d'Irish Cob. Et la famille, donc l'image de l'Irish Cob, si vous connaissez un petit peu, c'est un demi-trait, souvent avec une robe bicolore, une super crinière, plein de poils aux pattes, voilà, des grandes crinières, enfin un doudou assez mental froid, voilà. Bon, donc ils s'attendent à un doudou, ils veulent prendre ils ont craqué sur le cheval, mental froid. Voilà, où on va pouvoir poser dessus la gamine de 5 ans qui ne bouge pas. Enfin, presque un cheval pour débutants, comprenez? Un cheval qui ne bouge pas. Bon, donc ils ont craqué. Bon, donc la communication animale arrive. Et voilà que la louloute, elle raconte qu'elle, son truc, c'est de passer à travers les fils, de sauter, de faire le cabochard. Bon, bah, c'était pas du tout le bon profil. C'est pas du tout le bon profil. Et aujourd'hui, c'est une jument qui saute, qui fait des parcours de saut d'obstacle. Donc, elle était sportive, elle avait envie de jouer, elle avait envie de sauter. C'était pas du tout le cheval froid qui bouge pas au milieu de sa pâture. Vous voyez? Donc, quelquefois, je trouve que c'est assez intéressant parce que toujours la même chose. On va claquer à une race, à un tempérament, quelque chose, sauf que cet individu-là, lui, il est sportif. Donc, il faut lui trouver la famille sportive. Donc, vous voyez, on a de plus en plus ça. Et puis après, on a des propriétaires mais qui sont vraiment remplis d'amour. C'est magnifique de voir ça. Leur animal va bien. Voilà. Bon, mais c'est pour avoir la certitude qu'il va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit encore mieux dans son environnement, dans son jardin? Est-ce qu'il va vraiment bien? Voilà. La famille s'agrandit. On a un enfant qui va naître. Est-ce qu'il a compris que j'étais enceinte et que la maison va un petit peu bouger, mais qu'on continue de l'aimer à sa place? Voilà, je trouve qu'il y a plein de belles choses. Ou bien, voilà, c'est le chien de mon fils, mais mon fils là a eu son bac, il part à l'université, il va pas emmener le chien vivre. Dans le studio à l'université, donc bien entendu nous on garde le chien, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chien va accepter d'être séparé de son maître? Bien sûr il va revenir, mais en attendant il y a une séparation. Comment on le prépare à ça? Comment on fait qu'il vive bien cette transition? Voilà, donc je trouve qu'il y a de plus en plus de prise en compte que le fait que le changement environnemental, que le changement de vie, ou bien qu'il va avoir un déménagement, voilà, ça va influer sur le comportement, l'émotionnel, et l'émotionnel, il a son temps à lui. C'est comme un humain. L'émotionnel a son propre temps dans l'animal. Donc du coup, comment il va s'approprier ça? Et je trouve que ça, c'est des cadeaux. On a de plus en plus de personnes voilà, ouvertes à ça. Ouvertes à ça. Je trouve que c'est très très beau. Et puis bien entendu, on a des changements de comportement. Je vous donne le cas d'un loulou. Donc ça, moi je l'ai su après parce qu'au départ, on me donne que la photo et l'animal.
Hein. Et donc, je me trouve avec un loulou qui a eu un très fort, donc on me le dit pas, mais là, le loulou, maintenant, il garde le chat de la famille et il tourne autour du chat de la famille. Et impossible d'approcher le chat. Donc, et il dit qu'il est très virulent, qu'il va attaquer si on approche le chat. Et la famille me dit, bah oui, c'est pour ça qu'on vous appelle, parce qu'on touche le chat. Et il voit que le chat me dit, bah oui, c'est normal, je parce que je touche le chat grossit. Donc, interdiction formelle de toucher le chat. Je dis, bon, ok, d'accord. C'est pas clair comme explication. La propriétaire me dit, oui, effectivement, le chat a grossi, mais en plus, de toute façon, il continue de grossir vu qu'il ne peut plus bouger. Le chat, donc, le chat, il ne peut pas maigrir, quoi. Voilà. Donc, je demande l'explication au chien. Le chien, il me dit pas que c'est la Roumanie, mais après, je l'apprends par la propriétaire, mais il me montre des conditions pas possibles en Roumanie, où ils sont en cage, en engraissement. Et en fait, donc lui, il a été libéré de ça par une association. Et bien sûr, il a atterri en France. Et en gros, il explique que quand les animaux sont devenus suffisamment gros, eh ben, ils sont dépecés et on leur prend la peau. Et il aime le chat. Il aime le chat. Et il dit que là, le chat, il est à point. Et oui. Donc, vous pensez bien qu'il n'a pas du tout l'intention de laisser faire que le chat soit dépecé. Donc, il fait son travail. Il protège le chat. Donc là, bien sûr, c'est toute une communication animale où on réexplique au chien que c'est son passé, on ne peut pas lui enlever, mais que son contexte, il est différent. Et il peut s'apercevoir que là, il est dans une bonne famille et jamais la famille a fait ça. Que c'est vraiment terminé, qu'il a eu plein de preuves d'amour, qu'il a eu plein de choses, ou au contraire, il est bien nourri, voilà, que le chat est bien nourri. Et en une dizaine de jours, donc bien sûr avec des fleurs de bac, avec les propriétaires qui ont rappelé, qui m'ont envoyé un message, qui est sur ma page aussi, eh bien, ça s'est résolu. Ça s'est résolu. Donc, vous voyez, ils se souviennent, ils ont la mémoire, ils sont aussi capables de mettre des choses en place pour que certaines choses ne se reproduisent plus. Et donc, bien faire la différence entre les humains qu'il a vécu avant, qu'il a connus avant, et les humains de sa famille d'accueil, qui, pour le coup, sont des gens super et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Est-ce que le chat a maigri? Non, je plaisante. Bah écoute, il a pu rebouger, en tout cas le loup, parce qu'il bougeait plus non plus, hein, tout le monde était un peu coincé. Voilà. Donc, bien entendu, moi c'est toujours ce que je dis, hein, c'est une magnifique chose que d'accepter d'aller chercher un animal à la SPA, de sortir un chien ou un chat de maltraitance, voilà. Il faut cependant être prêt. Hein. Ça veut dire que l'animal a un passé. Comment on accepte ce passé? Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a beaucoup de résilience de l'animal, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. C'est une vraie aventure. Hein. Bon, Lucie, je vais te couper 2 petites minutes. Je vais te laisser avec cette question-là. Pendant ce temps, on avait dit qu'on tirerait au hasard un animal et que Lucille ferait une communication en direct, comme ça vous comprendrez mieux. Du coup, on va faire moi, je vais m'occuper de reprendre vos demandes, d'en prendre un au hasard. J'envoie un petit message à la personne. Il faut que la personne soit présente, forcément. Donc, pendant que Lucille répond à la question de Camille, moi, de mon côté, je contacte une personne puis une deuxième si ça ne répond pas pour pouvoir faire une communication en direct. D'accord. Tout de suite. Ok, super. Alors, donc là, j'ai beaucoup de personnes doutent de la possibilité de communiquer comme vous le faites avec les animaux. Qu'en pensez-vous? Chacun ses croyances, hein, vous savez. C'est compliqué votre question, j'en pense rien. C'est comme les gens qui croient en Dieu, ils ont le droit, quoi. Et la communication animale, c'est pas une religion, c'est pas une croyance. Chacun son chemin. Les humains ont aussi leur chemin. Donc, moi j'ai plutôt une tendance à crouler sous le travail. Donc, ils ont le droit, quoi. Allez, on va pas aller perdre son temps avec ça, franchement. Ce que j'avais lu, c'est à l'épreuve de la science. Oui, alors pourriez-vous
pourriez-vous vous engager? Oui, 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 tout à fait. Comme, oui, oui. Alors, la chamane, bien sûr, le film a oui, été tiré, oui, 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 Corinne oui, de oui. Sandrin, par exemple. Oui, oui, mais c'est tout à fait, parce que effectivement, il y a des démarches par rapport à ça pour regarder ce qui se passe, mais aussi en lien avec la méditation, parce qu'il faut savoir que nous, c'est en lien avec la méditation. Et essayez d'aller voir sur Internet. Vous avez aujourd'hui pas mal de recherches scientifiques pour voir ce que la méditation transforme dans le cerveau. Hein, et vous avez notamment un moine bouddhiste francophone très, très célèbre pour ça. Et moi, effectivement, hein, si y a eu des démarches d'entamer, et puis après ils n'ont pas eu le budget, donc effectivement, j'ai pas pu passer à la casserole, si vous acceptez le terme. Voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, bien entendu. Après, il faut qu'on soit dans des conditions spécifiques. C'est pas tous les laboratoires qui peuvent nous mettre comme ça à l'épreuve, parce que si vous voulez, il faut que l'on soit dans des espèces de caissons où on soit sûr de rien pouvoir percevoir de l'extérieur. Donc ce sont quand même des conditions scientifiques bien spécifiques, mais oui, bien entendu, bien entendu. Après, voilà, moi la porte est ouverte, la porte est ouverte. Après, comment je pourrais dire ça? Cette espèce de manie de l'humain, de vouloir prouver les choses par quelque chose de scientifique, alors que on peut l'avoir par notre ouverture de cœur et par notre bon sens, et en toute franchise par les témoignages que vous avez sur ma page, ou d'autres communicants. Voilà. Si, ce qu'on peut dire, c'est que la communication animale, contrairement à la voyance ou des choses comme ça, tu peux très très vite le vérifier. Ah oui, oui, nous on a des preuves dans une communication animale. Je pense que là d'ailleurs ça va se passer quand on va faire la communication animale. On donne des preuves très rapidement. Et effectivement, parce que tout à l'heure il y avait aussi la question, il faut savoir que s'il y a un animal, par exemple dans la maison ou dans l'environnement, qui a un gros besoin de santé, les animaux sont tellement bons qu'en fait ils laissent passer l'animal d'à côté. Donc ça aussi, moi j'ai envie de dire avec la communication animale, on reçoit des preuves, mais on reçoit en permanence des preuves d'humilité, des preuves d'amour, des preuves de compassion. Mais c'est une véritable école de vie que de voir à quel point ils sont attentifs, attentionnés, dans l'émerveillement de leur quotidien aussi, de ce qu'ils font dans la nature, d'aimer aller respirer dehors, d'aimer marcher dehors. Enfin bon, il y a quelque chose à l'émerveillement de l'instant présent, de profiter de la vie. Et tout ça, oui, c'est peut-être un peu une conclusion, mais est-ce que ça éloigne un peu du monde humain? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose de simple. Beaucoup de questions, mais on va faire une petite pause, enfin la pause, pas pour toi, hein, des questions. Donc, il y a eu un tirage au sort, la personne a répondu, normalement elle devrait aller commenter sur le live. Oui, et là je vois votre réponse, la Luc Delacroix, et il faut savoir qu'il y a alors c'est une vétérinaire pour sa thèse qui a recherché des gens pour contrôler derrière avec des examens vétérinaires ce que nous on voyait, et elle a mes coordonnées et son projet avance, et je pense qu'on va être plusieurs à rentrer comme ça dans un protocole qui pourra être vérifié derrière par une prise de sang ou par une radio ou par rapport à des choses comme ça. Donc, parce qu'elle va nous faire travailler sur ces cas d'école. Donc, vous voyez, les choses avancent tout doucement. Je trouve que c'est formidable. Je te laisserai prendre une dernière le temps que je t'attrape la photo parce que oui, tu l'as donc pas vue, tu le connais pas, non. Mais du coup il faut que je revienne sur la personne qui a été tirée au sort. Là, je vois mettre l'animal partout, dans les hôpitaux, les personnes âgées, les personnes souffrantes, les écoles, les autres, la communication entre l'homme et l'animal est indispensable. Oui, là, vous êtes... alors, d'une part, c'est pas une question, mais là, vous êtes plus sur un usage de l'animal. Attention, hein, ça veut dire que... Et vous parlez bien de communication entre l'homme et l'animal, dans le sens où, visiblement, ça doit apporter quelque chose à l'homme.
Attention, hein, moi je suis de l'autre côté de la barrière, comme dit l'autre. Il y en a qui choisissent, en revanche. Ah, si l'animal choisit, moi j'en parle à la personne. Mais dire qu'on doit mettre l'animal partout, allez, je vois pas pourquoi il doit se taper l'hôpital, ni les personnes âgées, ni l'école, quoi. Alors, la personne que j'ai joint par message et qui a été choisie doit me mettre un petit commentaire sur le live pour être sûr que on est bien en contact et on peut commencer. Je vérifie. Ok, la personne est là, c'est bon. D'accord. Un petit pouce pour voir si c'est ok. Un petit like ou un petit mot. Apparemment, elle est en ligne. Elle fait le coucou. Ça, c'était la dame pour tout à l'heure pour le chat décédé. Et là, c'est la personne avec un cheval, poney. Tu dis ça, tu sais, moi. Bah, parce que j'ai fait un tirage au sort. Tu veux que je fasse. Il y a un poney, il y a un chat aussi. Coucou. Allez. Point d'interrogation. Entrée. Ouais. Hop. Ah là, j'ai des pouces, j'ai des cœurs, j'ai tout là. Elle a répondu, tu lui as envoyé? Bah oui, normalement oui. Qu'elles sont en ligne quand même, qu'elles l'entendent. Voyons. Non, mais tant pis. Peut-être changer sinon. Oui, une équipe de bénévoles, oui. Attention quand même, hein, moi j'ai rien à prouver. Hein. Soyons bien d'accord là-dessus. Faire des expériences avec des scientifiques et que ça puisse être prouvé par des radios, par des scans, oui, ça bien entendu, parce que ça va faire bouger aussi le monde de la santé et tout ça. Mais autrement, je suis quand même dans la surcharge de travail, hein, je me permets de vous le redire. Parce que c'est... Voilà. Virginie qui a réussi à me coincer un dimanche après-midi. Merci Virginie. Ok, c'est bon, on l'a. On est parti. Alors attends. Maintenant c'est moi qui suis quand même la technicienne. Voilà. Alors là je montre la photo à Lucille en fait. D'accord. Et son nom? Happy. D'accord. Ok. Il y a. Elle enregistre? Elle est là? Elle est de l'autre côté, ouais. Vous êtes. Bon, ok, bonjour. Bon, ok, c'est parti. Il y a un moment de ma vie où j'ai été beaucoup plus habile. J'ai aujourd'hui des difficultés avec l'épaule antérieure droit, tête de l'humérus, tête du radius cubitus, carpe métacarpe, excusez-moi, à l'avant. Et un problème au pied, à droite, qui part un peu vers l'intérieur. Et la sensation de porter beaucoup avec l'antérieur droit et d'avoir l'antérieur gauche plus détaché du corps. Et quelque chose dans la difficulté de locomotion, avoir aussi le genou postérieur droit, le grasset, fort dans l'abdomen. C'est ça? C'est bien lui? Vous pouvez me confirmer que c'est bien votre poney? On va voir. La technologie. Comme quoi ça va plus vite avec les télépathes que... Hein, vous voyez, s'il y a quelque chose à prouver, c'est que l'humain essaie juste de copier ce qu'il y a déjà dans la nature, et que visiblement, ça va moins vite. Alors, est-ce que... L'humain ne fait que copier. On répond pas? Ça, c'est con. Ben oui. Oh. Je suis embêtée pour continuer, là. Ben... Il a commencé le pépère, on va peut-être le laisser finir quand même, mais la dame pourra revoir le live. Oui, le seul truc, c'est que j'espère être avec le... Vous voyez, on a quand même toujours, nous, en début de communication comme ça, quelque chose qui est important, c'est on doit vérifier qu'on est avec le bon cheval. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si nous avons... Ah, ça répond, pardon, ça y est. Oui, c'est bien Happy. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, ok. Bon. Je vous laisse parler. D'accord. Ok. Donc, pour tout le monde hein, qui suit là, vous voyez, nous, le début de la communication animale, tout de suite, on doit apporter des preuves, des choses extrêmement concrètes, parce qu'il faut que le propriétaire puisse reconnaître son cheval, et si jamais c'est pas le bon cheval, qu'on puisse l'identifier dans l'alentour dans l'environnement, parce que là, on a quand même un animal qui a un problème de santé, et donc il faut voir maintenant comment on va pouvoir l'aider.
Hein. Donc, vous voyez, donc, quelque chose au niveau des antérieurs. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la forme, sa forme, elle est, donc je vais vous le faire à l'envers pour vous, voilà, elle est en forme de C. Hein. Donc, il y a quelque chose dans l'appui des antérieurs et l'appui des postérieurs. Il y a quelque chose donc, où le cheval est plutôt dans une position galop-gauche et une difficulté à se mettre au galop droit. Hein. Il y a aussi une difficulté dans les cervicales, C1, C2, C4, C5, C5, C6, dans la position de la tête qui va fort à gauche. Hein. Et il y a aussi quelque chose à l'oreille gauche, quelque chose donc à l'interne de l'oreille. C'est quand même pas trop profond dans le conduit, mais il y a quelque chose à l'oreille et qui gêne et qui descend et qui remonte ensuite. Il y a comme une espèce de contracture là qui descend de l'oreille et quelque chose qui gêne jusque dans le devant de l'épaule. Une sensation comme un nerf qui gêne là. Et aussi des sensations dans la bouche. L'envie d'ouvrir régulièrement la bouche pour essayer de se dégager quelque chose, et ça fait quelque chose de fébrile le long du cou et le long de l'épaule. Moi, je vous invite bien sûr à faire suivre par vétérinaire. Hein, c'est la base parce que c'est le pilier du soin, on le répétera jamais assez, ça aussi. Je profite de cette émission pour dire, hein, quand vous avez votre animal qui est pas bien, c'est pas la peine de m'envoyer un SMS en me disant mon animal bouge plus, il pleure, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas à moi qu'il faut demander ça, hein, c'est vétérinaire. Là, on va pas sur un forum, hein, on prend son animal, veto, hein, voilà. Hein. Donc là, bien sûr, on n'en est pas du tout là, mais j'en profite quand même pour passer ce message-là, parce que là, on est vraiment confronté à ça, où on nous met des petits mots pour des urgences vétérinaires. C'est pas notre métier. Voilà. Et donc là, et ostéopathe aussi. Et il y a vraiment quelque chose, et ensuite, ça part l'épaule, ça part sur le devant, ça va longer le pectoral, et ça va en dessous de l'antérieur gauche. Et ça fait quelque chose d'un peu fébrile. Et ça pourrait être comme une sensation à partir du carpe qui descend comme en prénaviculaire. Il y a des fourmis au niveau du carpe. Et il y a aussi quelque chose très légère, pique d'angoisse. C'est quand ce nerf-là se réveille, c'est... Et il y a un truc de perdre ses moyens, d'un seul coup à avoir de l'angoisse et d'avoir même les yeux qui changent, hein, avec un peu plus de liquide et d'être, à un moment donné, de faire des yeux un peu effarés et puis après, vous voyez, un mal-être quand cette chose physique arrive. Le fait de se dire aussi qu'il n'est pas rassuré avec les grands chevaux et il ne veut pas. Les grands chevaux, c'est bien, derrière le fil, voilà, tout ça c'est bien. Mais que là, actuellement, dire qu'il accepte d'être près des grands chevaux ou tout ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des difficultés de locomotion, donc il y a aussi une tendance à se mettre un peu au repli. Par contre, il y a un autre cheval tout près, avec, là, je vois une robe qui est plutôt marron chocolat, donc un bel alezan foncé, qui est à côté et qui protège votre petit. C'est ça. Ouhou. Internet, es-tu là? Eh ben, pourtant, on est sur Internet. Google. Ben, je ne sais pas. On n'a pas choisi un interlocuteur qui avait un bon réseau, on dirait. Ici, peut-être. Hein? Oui, nous, on a un bon réseau, mais nous sommes en ville.
Peut-être qu'avec un cheval, le réseau n'est pas top, parce que c'est de la campagne. Ah bah, oui, super, mais... Madame Happy, êtes-vous là? Oui, c'est bien Happy. J'ai deux fois c'est bien Happy. Ah, tu peux pas descendre? T'as pas le truc en haut? Si, on descend le curseur, mais justement, j'avais pas d'inventaire. Attends. Ah, ben oui. Ok, elle répond une jument. Hein? Tu vois ça où? Là, ici, là. Là. Une jument, vraisemblablement. Oui. Oui. Ah, t'as peut-être encore quelque chose. On descend. Non. Oui. C'est une réponse de quelqu'un. Voilà. Donc moi, je vous invite à voir un ostéopathe aussi. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, madame. Hein, dans tous les cas, vous avez des vétérinaires ostéopathes, donc ça, vous avez la liste sur Google. Voilà. Autrement, vous avez aussi des bonnes écoles d'ostéopathie. Et sur l'ordre vétérinaire, vous avez aussi des ostéopathes qui sont donc certifiés par l'ordre vétérinaire. Et puis, dans le monde du cheval, voilà, vous avez très probablement, comment je dirais, des connaissances et par votre relationnel pour pouvoir trouver un ostéopathe. Là, vous voyez, il est loin d'avoir que du structurel. Il y a un travail à faire sur les fascias. Hein, un travail à faire sur les nerfs et un travail aussi à faire sur l'émotionnel parce qu'on arrive tout près de la zone cœur et à un moment donné, vous voyez, et ça, il y a quelque chose de fatigant à ça et on perd un peu de confiance en soi, oui, une perte de confiance en soi, être un peu moins sûr, pouvoir avoir une pointe de tristesse. Ah, j'ai quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas du tout, il somatise. À ce moment-là, il y a une vraie douleur. Mais donc, qu'est-ce que je fais de cette douleur? Charente-Maritime, bah voilà. On va s'arranger. Voilà, vous allez pouvoir. Remontre ta tête au lieu de te sauver. Voilà. Hein. Donc, Virginie va vous envoyer ostéopathe. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Et que vous ayez aussi un ostéopathe le plus complet possible parce que là, il y a quelque chose sur l'émotionnel et éventuellement un accompagnement en fleur de bac parce qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'il a là. Et puis, bien entendu, nous, le travail qu'on fait aussi en communication animale, voilà, je suis en train de dire à votre cheval hein, que donc il y a des gens qui vont passer pour lui. Donc voilà, vous êtes pleine d'amour, donc vous cherchez des solutions. Et là, voilà, vous allez être mis en relation avec des personnes qui vont aider votre cheval. Après, il faut aussi être extrêmement clair avec votre cheval. On ne peut pas lui mentir, ni à vous. C'est pas, je ne peux pas lui dire que tout va redevenir comme avant, parce qu'il dit quand même qu'il y a un avant et maintenant. Hein, je ne peux pas lui dire que tout va redevenir comme avant, mais tout est mis en place pour qu'il ait plus de confort et pour qu'il aille mieux. Et tout ça, vous voyez, c'est des preuves d'amour, c'est des preuves que vous lâchez pas. On voit qu'il y a un changement de comportement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on est typiquement dans les cas de communication animale où, a priori, on peut peut-être penser que ça va à peu près, j'ai envie de dire, mais qu'on a un comportement disproportionné. Vous voyez ? Et là, il explique hein, que ce n'est pas disproportionné du tout. Hein, voilà. On regarde s'il y a une question de la dame ou pas. Hein, voilà. Vous avez des questions, Madame Jean Eden? Je prononce peut-être pas bien. La propriétaire d'Happy. Alors, j'en profitais, j'en profitais aussi pour répondre à une question qui m'est parfois posée. Parce que dans le monde de la communication animale, vous avez pas mal de communicants qui appellent les propriétaires, pas du tout des propriétaires, qui peuvent donner d'autres noms, gardiens notamment. Moi, personnellement, je ne donne pas le nom de gardien. Je reste bien sur le thème propriétaire quand c'est le cas. Pourquoi? Parce que propriétaire, c'est un papier. Et au niveau légal, ça a aussi une valeur, ce papier. Et ce papier, il donne aussi des droits et des devoirs. Il y a des obligations avec ce papier de propriétaire. Et moi, je garde ce terme-là parce que je trouve qu'il est
extrêmement important. Par exemple, au moment des euthanasies. L'euthanasie, elle est prise conjointement entre un vétérinaire, c'est très compliqué pour lui, il a des choses à vérifier, voilà, et un propriétaire qui est responsable de par son papier d'être en accord et de prendre et de valider la décision d'un vétérinaire. Vous voyez, et tout ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est pas une propriété bête et méchante comme une maison. C'est pas du tout ça. C'est la responsabilité d'un être incarné avec une âme, une sensibilité et des besoins. Et ce papier, il a une valeur. Voilà, parce que quelquefois on me pose la question. Gardien, c'est trop simple. Des questions? Oui, alors parce qu'il y a un problème de connexion apparemment. Oui, mais tu peux peut-être me lire la question. Oui, alors il est tout juste arrivé depuis le début du mois, mais à part ce petit problème, comment se sent-il, comment il vit son changement de vie? Donc en fait, c'est un cheval qui vient d'arriver chez sa nouvelle propriétaire. Donc, oui, comment est-ce qu'il vit son changement de vie? Voilà. D'accord. Ben, si vous voulez, il dit que les grands chevaux, il en a un peu peur. Derrière le fil, ça va. Et autrement, il y a une forme de distance. Il sait parfaitement qu'il peut pas aller assez vite, quoi. Donc, si vous voulez, il veut pas se faire tamponner par des grands chevaux. Il veut pas que ça arrive trop près. Donc, en gros, il est un peu en retrait comme ça. Il a une vision d'ensemble. Il veut voir les choses. Voilà. Et du coup, il contrôle un peu. Il est dans la découverte aussi de son environnement et il veut se sentir un peu protégé. Il ne veut pas forcément que les grands chevaux viennent vers lui. Voilà. Il dit notamment qu'il a plutôt peur des grands bébrins. Les grands bébrins avec des grandes dents, voilà, il mesure ça, bon, bof moyen, quoi. Voilà. Donc, pas très sûr de lui, j'ai envie de dire. Hein, mais il faut aussi voir que ça touche l'émotionnel, ça touche tout ça. Il est dans la découverte. Hein, voilà. La chose aussi qu'il dit, c'est que, alors ça, il doit parler de son passé. Il y avait un mur à gauche et en fait, il ne voyait qu'à droite. Hein, mais il avait une belle vue sur la droite. Et là, il dit qu'il est très surpris parce qu'il regarde comme ça, mais il y a aussi plein de choses qui se passent à gauche. Et ça le surprend énormément parce que du coup, il doit faire ça et il doit aussi se tourner pour voir là. Donc, c'est comme si l'environnement était plus grand et que du coup, il peut être moins statique que ce qu'il vivait avant. Avant, il regardait dans une direction et c'était bon. Maintenant, il regarde là et il peut aussi se passer des choses sur sa gauche à lui. Hein, voilà. Donc, quelque chose de différent qui arrive par la gauche. Et mais là, pour le coup, ça peut être plus des humains, ça peut être comme s'il y avait un chemin sur la gauche, sur sa gauche. Et il découvre ça aussi. Hein. Il découvre. Il y a quelque chose de paisible. Hein. Il cherche pas non plus à partir, à comment je dirais. Quand il est serein, c'est pas un poney qui cherche à tout casser. Voilà. Maintenant, quand il n'est pas bien au niveau émotionnel, et que là, si on le cherche de trop et qu'il se met dans la fuite, là, il part et il dit qu'il est déjà passé à travers un fil de clôture et qu'il fait très attention parce que c'était à côté d'un bac à eau et visiblement, il a fait plouf dans le bac à eau. Donc, il dit qu'il fait attention au bac à eau. Il regarde le bac à eau et comme ça, il peut s'approcher pour boire, mais dans certaines conditions. Donc surtout, veillez aussi à ce qu'ils boivent bien parce qu'il est prudent avec le bac à eau. On est tombé dans la piscine? Ben, le bac à eau. Ben, écoute, apparemment, il n'y a pas plus un peu raté. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à... Oui, n'hésitez pas pour les questions. Hein. Et vous voyez, il y a quelque chose à son pied droit. Hein. Le boulet, le pied droit qui part un petit peu. Donc, bien vérifier l'alignement au niveau de l'intérieur droit. Et puis, au niveau du gauche, se
blocage de nerfs, c'est des petites difficultés de fourmillement. Hein, bien contrôler aussi donc les nerfs, et puis après voir avec votre vétérinaire si vous avez besoin de faire le test de la planche, comme ça, votre médecin qui va vous guider. Et nous, à un moment donné, il faut qu'on arrête et ça c'est bien, pour que le travail d'équipe avec les autres puisse se faire. Ok. Et ben voilà, donc on a terminé. Voilà. Qu'est-ce que voilà. On arrête avec ce là ou oui. Okay. N'hésitez pas aussi à donner des nouvelles Virginie quand l'ostéo ou les autres professionnels seront passés. C'est vrai que c'est toujours important, voilà. Et puis peut-être de le mettre sur la page ou de le mettre là à la fin du direct sans dévoiler de secret outre mesure, mais de voir dans quelle mesure, comment je dirais, là vous avez un début de preuve scientifique. Vu que le professionnel passe derrière et fait un compte rendu, et voilà. Si vous voulez, nos preuves scientifiques, elles arrivent comme ça. Elles arrivent comme ça parce qu'on donne des choses et puis on a le compte rendu de l'ostéo qui est exactement ce que nous on a avancé ou hein, voilà. Ok. C'est bon. Ben merci Lucille. Avec grand plaisir. Pour les petits pépères. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un gros live, à moins que tu fasses un dernier animal, mais sinon je pense qu'on va laisser comme tu veux. Toi qui vois. Oui, moi, ouais, oui, comme tu veux. Oui. Alors, il y avait une deuxième, on va la laisser. Non, pas pour faire ça. Pour ça. Oui, plus des questions. Après, si vous voulez des communications animales, vous voyez, vous avez mon petit numéro de téléphone là. Attends, on va te mettre ça, toi. Voilà. Moi, je sais pas. Voilà, 06 17 97 56 96. Voilà, donc n'hésitez pas pour les communications animales. Vous m'envoyez un SMS et moi je vous donne rendez-vous assez rapidement. Une bonne communication animale, si vous voulez, vous donnez le nom de votre animal et surtout ne donnez pas l'âge. Et votre question, elle doit être ancienne et il n'y a pas à donner l'animal en entier ou les yeux. Voilà. Voilà. Et les questions, elles sont vues à la fin avec le propriétaire. Moi, je ne prends pas de questions au début parce qu'elles sont mal posées par le propriétaire. C'est pas péjoratif ce que je veux dire là, mais si vous voulez, dans les questions données par le propriétaire, la plupart du temps, on a déjà les réponses. Voilà. Sauf que là, c'est à moi de dire s'il a quelque chose aux antérieurs, s'il a. Voilà, c'est extrêmement important de n'avoir aucune source d'information par rapport à ça. Et l'âge, pareil, ça nous donne trop d'indications. Je vais vous donner un schéma simple. Moi, vous me dites que vous avez un berger allemand qui a 9 ans et demi, 10 ans. C'est pas compliqué, je vous dis qu'il a un problème de bassin et de l'arthrose. Ah, comment vous savez? Voilà. Qu'il soit lignée beauté ou lignée travail. Voilà, les lignées de travail, bien entendu, beaucoup moins que les lignées beauté, mais ça fatigue à l'arrière-train. Donc, c'est tout de suite, tout de suite. Vous me dites, j'ai un cheval de 25 ans, arthrose. Ah, comment vous savez? 25 ans, ils ont tous de l'arthrose. Vous voyez? Donc, vous pouvez tout à fait donner la photo d'un poulain et votre cheval a aujourd'hui 30 ans. C'est à nous de savoir que ce n'est pas un poulain. C'est à nous de savoir ça. Vous voyez? Donc, soyez aussi bien vigilants par rapport à des personnes qui vous demandent 10 questions. Le cheval, la photo prise le jour même, devant, dessus, sur les côtés, l'œil. Oui, j'entends Virginie qui rigole. Faites très attention à ça. Moi aussi, si on me donne le cheval sous tous les côtés, je peux vous dire, il est gros, il est mince. Ah, bien sûr, ça aussi, c'est facile. Donc, voyez, soyez vraiment extrêmement prudents. Photo quelconque. On ne raconte pas la vie du cheval. Rien du tout. Vraiment comme on a fait aujourd'hui. Ça, c'est important. Voilà. Juste merci beaucoup pour le poney. Oh, c'est avec plaisir. Voilà. Plus on fait connaître la démarche de la communication animale et plus on montre comment on rentre en télépathie. Donc là, vous avez pu voir, moi je rentre en télépathie tout de suite. Vous avez des communicants animaliers qui rentrent, qui sont d'abord obligés, alors je ne sais pas si le mot obligé c'est le bon terme, mais enfin qui rentrent d'abord en méditation et qui ensuite vont tout écrire et qui ensuite vous font un écrit. Moi, vous avez vu, ça ne se passe pas du tout comme ça. La photo, hop, et il faut être prêt à enregistrer parce que
j'y suis déjà, et donc je demande à la personne soit d'enregistrer, soit d'écrire. C'est ce qu'on appelle le direct live. On n'est pas très nombreux à faire le direct live comme ça. Le pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer non plus. Moi, ça déclenche comme ça, rien qu'à voir la photo. Je ne peux pas vous dire mieux. Et après, dans les formations que l'on fait, vous avez des personnes qui vont pouvoir être tout de suite en direct live. Virginie, voilà, c'est le cas également. Et Laura, que j'ai formée, qui est aussi professionnelle aujourd'hui, elle est en semi-direct live. Elle voit la photo et elle commence à écrire parce qu'elle veut être sûre de rien oublier. Et donc, elle écrit. Et 3-4 minutes après, elle refait la communication animale, mais en pointant ce qu'elle a vu pour être sûre de rien oublier. Voilà. Donc, je pense qu'après, chaque communicant trouve des façons de faire qui vont lui permettre d'être dans une forme de performance, parce que quand on est professionnel, on a des gens qui nous payent, mais ils viennent vers nous également parce qu'ils veulent du résultat. On n'est pas là pour faire plaisir, pour regarder si ça marche. Il y a vraiment une notion d'efficacité, et par rapport à la loi sur les professionnels, comme vous venez de le voir là, franchement, il ne faut pas qu'on se rate, quoi, parce que si on rate quelque chose imaginons de très très grave, une urgence vétérinaire, oui, vous voyez, il ne faut pas qu'on se rate. Voilà, ça fait pour moi partie de notre déontologie et partie de notre responsabilité. Ok. Un grand merci à vous. Voilà, on va vous Très dire heureuse de vous voir. un beau dimanche. Beau dimanche. À vous également. Belle réflexion. Je vous donne là quelques livres. Je vais te laisser commenter si tu veux. Oui, alors je vous les donne là comme ça quand même. Donc, notamment La connexion perdue. Et vous pouvez aller sur la page Campus Animalia, où nous faisons donc les formations un peu partout. Donc sur des séminaires où on invite également des ostéopathes, des vétérinaires. Vous voyez, c'est des formations où justement on est dans l'interprofessionnalisation. Et sur cette page, donc Campus Animalia sur Facebook, vous allez également avoir des livres, avoir des méditations. Moi, je vous invite à méditer. Je vous invite à ouvrir le cœur et être simplement des regardants dans la compassion de l'autre, se poser et regarder. Là, on a le cœur qui s'ouvre. Le temps n'existe plus. Les notions de temps et d'espace n'existent plus. Et du coup, nous entrons dans le temps de l'animal, le temps de l'émotionnel. Voilà. Belle vie à vous tous. Au revoir. Au revoir. Il faut que j'arrête. Ah, ça fait un petit peu. Plein de belles choses à vous. Terminé. En direct, oui. Bonne fête, bon